Vous êtes les bienvenus dans ce journal à coup dur pour le monde du football guinéen. La Guinée perd l'un de ses dignes fils, Papa Camara du Afia Football Club. Il a servi son pays avec beaucoup d'amour. Contrôle sanitaire des produits de pêche, la Guinée veut mettre fin aux infractions des règles prescrites. À cette phase, les établissements manquant aux règles seront fermés. Bientôt, les élections communales en Guinée. L'Association pour la réinsertion et le développement communautaire en action à travers des campagnes de sensibilisation sur la paix. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Comme il est de coutume, le Conseil ordinaire des ministres s'est tenu ce jeudi à Sékou Touréa. La rencontre présidée par le chef de l'État a permis au gouvernement de débattre des sujets relatifs à la vie de la nation. Bernard Tanguino. C'est le premier conseil des ministres au compte de l'année 2018. Le gouvernement autour du chef de l'État pour passer en revue les affaires courantes de l'administration publique. Le président de la République décline les priorités du moment. Le suivi rigoureux des projets de construction des routes et édifices universitaires, ainsi que la réhabilitation des barrages hydroélectriques du pays. Au titre du premier point de l'ordre du jour, Monsieur le Président de la République a invité le gouvernement à assurer un suivi rigoureux des projets de construction de la route Koya-Dabola, des nouveaux bâtiments de l'université Sonfonia et de la ligne électrique d'interconnexion Linsan-Fomi. Le chef de l'État a insisté pour que le même suivi soit consacré d'une part aux appels d'offres pour la réhabilitation des barrages hydroélectriques de Garafiri, Banéa et des Grandes Chutes, d'autre part aux constructions des écoles régionales des arts et métiers. À cet effet, le président de la République a annoncé que des moyens supplémentaires seront accordés au ministère du Plan et de la Coopération internationale pour collaborer directement avec les départements sectoriels porteurs des projets. Le chef de l'État a demandé la tenue d'une réunion regroupant les entreprises privées pour leur présenter les possibilités de financement du secteur privé offertes par les institutions telles que Afreximbank, la Société financière internationale et la BID. Les ministères en charge de l'industrie et des PME, des finances, de l'agriculture et l'Agence pour la promotion des investissements privés sont chargés d'organiser cette rencontre destinée à les inciter à profiter des dits financements et les accompagner pour le montage des projets y relatifs. Le président de la République a instruit le ministre en charge des Affaires étrangères de préparer la réunion de la commission mixte paritaire qui doit se tenir avec les Émirats arabes unis du 3 au 5 mars 2018 et de prévoir une commission mixte avec l'Arabie saoudite et la Tunisie, puis à terme avec l'Angola et l'Afrique du Sud. Le président de la République a demandé aux ministres concernés d'accélérer les négociations avec les différents partenaires concernés et identifiés pour la construction de nouveaux dépôts de carburant destinés à augmenter nos capacités de stockage. Plusieurs nouveaux projets de décrets sont soumis à l'appréciation du gouvernement. La mise en place d'une procédure d'exportation de l'or issue de l'exploitation industrielle et semi-industrielle est proposée par le ministre des Mines. Un projet préparé en collaboration avec la Banque centrale de la République de Guinée avec pour objectif d'établir la sincérité et l'intégrité du processus d'exportation ainsi que la maîtrise des statistiques d'exportation de l'or par la Guinée. Autre projet de décret, celui portant statut du laboratoire de bâtiments et des travaux publics avec pour attribution la recherche et la sélection des matériaux nécessaires à la bonne réalisation des ouvrages publics. Troisième projet de décret, celui portant statut du centre d'appui et de suivi des entreprises routières. Un service qui aura pour charge d'évaluer les capacités des PME avant de leur délivrer des agréments techniques. Ce jeudi à Sékou Touréa, la question du délestage actuel de la fourniture en électricité est évoquée par le gouvernement. Selon le ministre de l'Énergie, cette perturbation électrique s'explique par le manque de carburant pour l'alimentation des centrales thermiques. Une crise provoquée par l'accumulation des créances impayées de l'EDG à la société fournisseur de carburant. Des impayés qui avoisinent les 300 milliards de francs guinéens. Ce problème de créances impayées continuera de perturber la desserte si des solutions ne sont pas apportées définitivement.
Le ministre a décliné quelques-unes de ces solutions, notamment la mise en place d'un crédit revolving, l'accroissement de la capacité de stockage de HFO qui est insuffisante à ce moment. Également, les conditions contractuelles de paiement du carburant. Il a informé que le recours aux moyens de production thermique pèse lourdement sur les charges de DG. Ainsi, le coût moyen du kilowattheure produit par les centrales thermiques peut atteindre 3 627 francs guinéens contre 956 francs guinéens pour la centrale de Caleta, pour un prix de vente moyen de 946 francs guinéens. Le ministre a précisé qu'il sollicite le soutien du Conseil pour la résolution définitive du problème de fourniture de carburant à EDG. Au cours des débats, la nécessité de poursuivre le programme de redressement de l'EDG est soutenue. L'urgence de la réhabilitation du réseau électrique est fortement recommandée. À l'issue des différentes questions suscitées, des décisions sont prises. 1. Le Conseil adopte le projet de décret portant mise en place d'une procédure d'exportation de l'or issu de l'exploitation industrielle et semi-industrielle sous réserve de la prise en compte des observations formulées. 2. Le Conseil adopte le projet de décret portant statut du laboratoire du bâtiment et des travaux publics avec la prise en compte des observations formulées. 3. Le Conseil adopte le projet de décret portant statut du centre d'appui et de suivi des entreprises routières sous réserve de la prise en compte des observations formulées. Avant de lever la séance, le chef de l'État a annoncé l'arrivée ce vendredi à Conakry du ministre italien des Affaires étrangères. Comme annoncé au sommaire, le football guinéen et africain viennent de perdre pour toujours une grande légende. Nabilaye Kamara, dit Papa Kamara, l'homme qui a marqué sa génération, a choisi ce matin d'autres cieux pour se reposer. Âgé de 65 ans, Papa était un artiste avec le ballon. Il a inscrit son premier triplé continental avec le AFIA en 1977 en sa qualité de capitaine. Un titre qu'il aura donné à la Guinée en lui donnant l'avantage pendant que les équipes étaient en égalité. Aboubacar Kamara revient sur le parcours de l'homme. Un véritable suspense règne actuellement au stade du 28 septembre. C'est le Babangoura, Papa Kamara, qui envoie une balle en direction de Bangali Silla. Bangali Silla donne à Papa qui tire et marque. Papa Kamara est congratulé. Il vient de réussir un très grand exploit en réussissant au troisième but pour le Afia Football Club de Conakry. Un but qui pratiquement donne la coupe à l'équipe championne de Guinée. À la tête d'une génération douée, Nabilaye Kamara a écrit les plus belles pages du football guinéen. Le trophée qu'il a offert à la Guinée a été le sacre le plus célébré dans l'histoire du cuiron dans notre pays. Au-delà du triomphe sportif et l'apothéose suscitée, ce fut un exitoire social et politique, une détente dans le pays. Des prisonniers politiques seront libérés, les relations diplomatiques rétablies avec des pays voisins. Le soleil de Papa Kamara brille sur la Guinée et l'Afrique. Entre la Guinée et le Sénégal. Et surtout entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Jeunesse de Guinée, jeunesse du Sénégal, jeunesse de la Côte d'Ivoire, rétablissez immédiatement le port. Ce souvenir inoubliable du AFIA 77 et l'exploit du Picasso du football africain traverseront le temps. L'épopée cédera la place à la légende pour combler le passage à vide du football guinéen. Public et médias ont encore la nostalgie de ces gestes de gloire du football guinéen incarné par Papa Kamara un soir du 18 décembre 1977 à Conakry. Après que nous sommes venus jusqu'en finale, tous les efforts qu'on a fournis autour des différentes rencontres qu'on avait déjà jouées, arriver jusqu'à ce stade de la compétition et puis à domicile,
Donc, je ne sais pas, dans ma tête comme ça, je me suis dit non, c'était pas normal. Il fallait vraiment réagir, il fallait faire quelque chose. Donc, parce que le stade était calme comme un cimetière, voilà, comme je vous le dis tantôt. Donc, j'ai pris le ballon, j'ai fait la passe à chose Djibril Diarra, ensuite à chose Ismaël Silla, les Obio et tout. Ensuite, après, je crois la 4e passe, c'était avec le jeune Serba Bangoura qui venait d'arriver là, Serba Bangoura, voilà, qui met la passe sur mon côté gauche, quoi. Voilà. Après, je viens les yeux fermés, c'était juste à la rentrée de la surface de réparation, j'ai shooté. C'est quand j'ai entendu les gens crier, le public, voilà, j'ai ouvert les yeux. Effectivement, j'ai vu le ballon au fond du filet, donc j'ai compris que j'avais marqué. Papa Camara s'est débarrassé des 2 arrières centraux et a placé la balle à ras de terre dans le coin gauche des buts de Soupé. Le Afia, le Sili National, l'AS Kaloum sont marqués à jamais par le talent hors pair de Corso. Un géant des stades qui, jusqu'à son dernier souffle, nourrissait l'espoir de la renaissance du football guinéen. Moi, je crois qu'il y a un manque d'organisation. Bon, le talent quand même, c'est vrai qu'il y a, heureusement, Antonio qui a un centre de formation, on a besoin de ça. Il faudrait qu'on pense à la formation. Il faudrait qu'on y pense, c'est extrêmement important. À 65 ans, Nabilaï Papa Camara rejoint le royaume des ténèbres. Comme d'autres immortels, dans le firmament footballistique, son étoile continuera à briller. Selon les spécialistes du football, les principales caractéristiques de Papa étaient sa finesse, sa rapidité et sa technique légendaire. Il ne jouait pas qu'au ballon, il dansait avec son cavalier. Toute la nation se prépare à rendre un hommage mérité à ce champion dont le but a fait accéder la Guinée au sommet de la scène internationale. Comme tout jeune à l'époque, par le football de rue, avec des ballons qu'on confectionnait, tout et tout, jusqu'à ce qu'il y ait eu dans notre quartier un grand magasin qu'on appelait à l'époque Innovation, où il y avait les ballons, quelques équipements de football, quelques équipements sportifs. Donc c'est à partir de ça qu'on a commencé à jouer avec les véritables ballons. Et puisque j'avais des amis chrétiens, à la personne d'Abraham et de Thomas Camara, notre grand frère, souvent on se retrouvait à la cathédrale aussi, voilà, où chaque jeudi après-midi, n'allant pas à l'école, on était là, on faisait des petites rencontres entre sections, entre rues, c'est vrai. Nabilaï Camara était une véritable terreur pour les adversaires du Sili National et du Afia dans les années 70. Son talent immense a fait basculer le choc Afia Airsoft d'Accra. Un choc qui s'est soldé par le score de 3-2 dans les ultimes minutes du match. Très jeune à l'époque, 40 ans après, Sedouba Bangoura se souvient de sa passe anodine que le capitaine Papa Camara a transformé en un but en or. Un but qui a scellé l'histoire du triplé historique du Afia 77. Je suis dans l'émotion. C'est un peu difficile pour moi, c'est un peu difficile. Je sais ce que papa a représenté. Je me rappelle lors du triplé, c'est moi qui lui ai donné la dernière passe et il a marqué le 3e but. Et le peuple de Guinée était heureux. C'est ce jour qu'on a vu Sékou Touré. Et Dieu merci, aujourd'hui il est parti. Dieu a donné, Dieu a repris. Je ne saurais vous dire, je suis dans l'émotion. Très habile de la main dans les sports de tennis de table et de basket, la venue de Papa Camara au football, par les conseils de son beau-frère, a offert aux mordus du cuiron de sa génération des spectacles qui allient élégance, efficacité et simplicité. Papa a été sobre, papa a été discipliné à l'internat, tout ce qu'on lui dit, ce qui pesait. Je me rappelle de notre match contre le Ghana, quand il a marqué le but de la victoire à la finale. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Alors je demande à Dieu qu'il l'accueille dans son paradis et que Dieu nous protège quand il est notre jour à nous aussi.
J'ai été le doyen du Civi national et du APIA. Je souhaite que Dieu l'accueille dans son tombe. Papa Camara fut l'un des meilleurs poulains de l'écurie de l'entraîneur doyen Nabi Camara. Tous ses coéquipiers et supporters sont unanimes que papa avait un coup d'œil et une technicité qui n'avait rien à envier aux footballeurs brésiliens. C'est une perte énorme pour le monde du football guinéen, le monde du football africain, parce que Papa Camara était vraiment un grand joueur. Franchement, il faudrait que, encore une fois, j'invite les autorités sportives de notre pays et les pouvoirs publics vraiment à voir ce qu'on peut faire pour ces anciens qui ont tout donné à leur pays et aujourd'hui qui sont en train de partir petit à petit et dans des conditions vraiment extrêmement difficiles. Ballon d'argent africain dans les années 76 et 77, Nabilaï Camara va rejoindre ce dimanche au cimetière de Cameroun l'entraîneur hongrois Laszlo Budel, qu'il a déniché avec feu Bangali Silla dans la cour du lycée d'Ozou à Donka, dans la commune de Dixine. C'est un reportage de Fodé Camara, un grand journaliste sportif africain, a écrit ceci. Papa est né en Guinée, mais il a le talent des plus grands footballeurs brésiliens. Adieu l'homme. Et puis la Guinée durcit les mesures pour réglementer les opérations de traitement et d'exportation des produits de pêche. Après 3 mois d'investigation, seulement 6 établissements sur 37 sont dans les normes techniques et sanitaires. Les opérations de fermeture des établissements défaillants ont débuté cette semaine à Conakry par 2 structures. Pour en savoir davantage, suivons ce reportage de Ansoumane Toumane Camara. En attendant la normalisation définitive de la coopération de pêche entre la Guinée et l'Union européenne, l'Asie est pour le moment la seule destination des produits de pêche artisanale du pays. Et les autorités durcissent les mesures pour réglementer le traitement et l'exportation du poisson. La commission mixte d'enquête mise en place à cet effet par le chef de l'État après 3 mois d'investigation a recensé 37 établissements de traitement et d'exportation de produits de pêche artisanale sur tout le littoral. Des établissements en majorité qui ne répondent pas aux normes techniques et sanitaires. Ils ont été autorisés à s'installer, à mettre uniquement des entrepôts frigorifiques pour le stockage et l'installation des fabriques de glace. Alors ces 2 sites ont transformé ces sites en établissements de traitement. Alors qu'un établissement de traitement doit être étanche, climatisé, répondant aux normes internationales techniques et sanitaires. Vous convoquez un Chinois, un Coréen, ce n'est pas le Coréen qui se présente à vous. C'est un Guinéen, un de nos frères qui vient se présenter à vous en disant « Alanoun Anabé, ceci, cela ». Et dès que vous bloquez un expatrié, vous avez des appels de toutes parts pour vous demander de laisser le conteneur, laisser les gens travailler. Dans la capitale, ces 2 établissements, situés sur la station d'épuration des eaux usées de Conakry à Cameroun, ont été pourtant fermés pour non-respect des règles en vigueur. Avec cette visite inopinée de la commission mixte d'enquête, ils ont été surpris en pleine activité. Ce que j'ai vu ce matin, franchement, c'est très grave. Quand il y a vu les eaux qui sont utilisées ici, l'eau qu'on utilise pour laver le poisson vient de ce lac, et l'eau qu'on utilise aussi pour faire le besoin là de tout ce qui est douche et autres là, part aussi dans le même lac. Et c'est voyez. Alors moi je me dis, est-ce qu'avec ça on peut vivre longtemps? Au terme de cette visite, le constat est alarmant. C'est décevant. C'est vraiment décevant. Colonel, je vous demande d'enlever moi toutes ces affaires, de démanteler. Précis. De démanteler. La suite, ça se verra. S'il y a poursuite, on poursuivra les gens. Mais en attendant, puisqu'ils ne veulent pas obéir, on met des scellés. Ils viennent enlever les scellés. On ferme la cour. Ils viennent casser les portes. Mais le mieux, c'est d'enlever carrément la structure. Rassurez-vous. Le ministère de la Pêche a changé. 6 établissements sur 37 inspectés sont dans les normes techniques et sanitaires. Ces établissements incriminés disposent curieusement des papiers légaux délivrés par les services techniques du ministère des Pêches.
Comment positionner le port autonome de Conakry, cet autre pilier de l'économie nationale de la Guinée, comme terminal de transit pour les pays voisins sans littoral? Face à ce défi, des efforts de compétitivité sont consentis pour améliorer le trafic et lutter contre la congestion de la plateforme portuaire. Fodé Camara nous signe ce reportage. Au port autonome de Conakry, jour pour jour, l'année 2017 s'est écoulée dans une atmosphère de leadership féminin. Un plan d'action marqué par le lancement des travaux de construction de 2 nouveaux blocs administratifs de 5 étages chacun, l'achat de 3 bus pour les travailleurs et des voitures de grand standing pour les directeurs sectoriels. Autre effort de compétitivité, l'acquisition d'un pont bascule numérique et des équipements navals de remorquage. Quand nous avons pris fonction, on a élaboré un programme d'urgence. Et je suis très satisfaite aujourd'hui parce que les activités, 80% de ces activités qui sont listées sur ce programme d'urgence sont exécutées et en cours. Mais il y aura aussi de nouvelles activités que nous allons engager en 2018. Vous voyez, le port d'hier et le port d'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Du point de vue assainissement, du point de vue projet, le bloc administratif sont en construction, la mosquée en dehors du port et la gestion aujourd'hui est saine. Les travailleurs du port autonome vivent en symbiose, vivent en famille. Pour se conformer aux nouvelles exigences du commerce international, le vaste chantier du renforcement de capacités est ouvert. Des cadres sont formés sur place et des voyages d'études sont organisés périodiquement. Une gestion du personnel accompagnée d'une politique d'assainissement du fichier des travailleurs. Sur des bases saines, il y aura un enrôlement biométrique de chaque travailleur et la paie sera en fonction de la présence dans nos bureaux. Pour capter le business des pays voisins n'ayant pas accès à la mer, d'autres ports de la sous-région sont à l'affût. Dans cet environnement marin, exigeant et concurrentiel, la presqu'île de Kaloum se positionne avec des perspectives de certification et de promotion féminine dans les métiers de la mer. Direction Ninguilandé dans la préfecture de Pita, former les jeunes à l'esprit d'entreprise. C'est la toile de fond d'une session de formation à l'intention des femmes rurales. Ce programme pilote vise la valorisation des produits locaux, notamment le fonio. Falilou Diallo, reportage. Matérialiser le chef de l'État à travers un programme dénommé Femmes rurales esprit d'entreprise pour ainsi offrir les mêmes opportunités aux femmes évoluant dans les zones rurales que celles des grands centres. C'est juste amener les femmes à comprendre d'abord c'est quoi une entreprise, parce qu'elles considèrent que l'activité qu'elles sont en train de développer, comme le capital n'est pas aussi important que ça, donc elles considèrent que ce n'est pas une entreprise, alors que c'est des micro-entreprises. Il faut qu'elles aient la notion de l'entrepreneuriat, de la micro-entreprise. On va les amener à pouvoir faire la recherche d'occasions et initiatives. Pendant 3 jours, ces femmes venues des différentes contrées de la Moyenne-Guinée vont apprendre les modules comme l'esprit créatif et le calcul de risque, surtout celles impliquées dans la valorisation des produits locaux, notamment le fonio. Si je prends le cas de Diaoubé, elles prennent le fonio ici, elles vont et paient le transport avec tout ce que ça fait. Elles partent à Diaoubé et elles vendent. Et ceux qui achètent là savent que si le fonio n'est pas acheté sur place, les femmes ne peuvent pas le prendre et revenir avec. Donc ils cassent le prix. Ils achètent le fonio parce qu'après 2, 3, 4 jours à l'air libre, les femmes sont là, elles sont obligées de vendre. Et maintenant, puisque la Guinée est grande productrice de fonio, les pays voisins s'approvisionnent ici pour aller valoriser ce fonio-là dans leur pays. Non, nous aussi, il a décidé, il a accompagné les Guinéens du terroir, il a accompagné pour que le fonio se valorise ici. Et pour cela, il faut que ça vienne de la base. Pour cette première phase, une vingtaine de femmes venant des grandes zones de production de fonio en Moyenne-Guinée a été choisie. Une fois dans leur localité, elles serviront de porte-étendard, mais surtout de leader au sein de leur communauté. Autre sujet d'actualité, la CENI fait le point sur l'état d'avancement des activités du chronogramme électoral. Le nombre de listes de candidatures et des cartes d'électeurs sont désormais connus. L'institution l'a fait savoir au cours d'un point de presse à son siège. Makemedonzo.
Pour ces élections communales, 1318 listes de candidatures, dont 102 indépendantes, ont été validées par la Commission électorale nationale indépendante. Avec ce nombre, l'institution électorale peut procéder à la distribution des cartes d'électeurs. À ce jour, plus de 5 millions de cartes sont disponibles. Et la commission de distribution est déjà en place dans les circonscriptions électorales du pays. Nous avons 2764 commissions qui doivent procéder à la distribution des cartes d'électeurs et chaque commission est composée de 3 personnes. Le premier, qui est le président, est un membre du démembrement. Le second, c'est le représentant de l'administration désigné par les sous-préfets. Quand nous sommes dans les sous-préfectures, le préfet, si c'est en commune urbaine, et pour les 5 communes, le gouverneur de la ville de Conakry. Et le troisième élément, c'est le représentant des collectivités. L'une des particularités dans ces élections, les personnes impliquées doivent rester à la base jusqu'à la fin des activités. La CENI a pris toutes les dispositions pour doter les différents membres de démembrement des moyens nécessaires, des moyens techniques et même du personnel, des ressources humaines adéquates pour faire le travail. Vous allez voir que les juristes sont toujours là auprès de ces démembrements pour les aider à lire les textes et à les comprendre, à les interpréter et à les appliquer strictement. Pour le bon déroulement du scrutin, les listes d'émargement et les listes électorales définitives sont disponibles à la Commission électorale nationale indépendante. Pour des élections communales libres et apaisées, la CENI demande l'implication de tous. Un appel entendu par l'Association pour la réinsertion et le développement communautaire. En collaboration avec le secrétariat général des affaires religieuses, cette association a entamé une campagne de sensibilisation autour de la paix et la cohésion sociale. Dirigée par le grand imam de la mosquée Faïsal, la mission s'est rendue dans plusieurs villes du pays. Compte rendu, Tabansila. Seguirim, ville minière, c'est ici sous un climat tropical qu'a démarré cette série de conférences-débats autour des idéaux de paix et d'unité nationale. Des mots chers au chef de l'État, professeur Alpha Condé. Si CENI nous a envoyé ici pour sensibiliser la jeunesse, d'éviter le trouble et le mauvais comportement pendant et après l'élection, c'est normal. La Guinée appartient à tout le monde. Il faut avoir esprit de partage. Il faut qu'on partage tout entre nous, sinon on va diviser. Une telle conférence permet de sensibiliser les populations afin qu'on soit dans la paix, dans l'unité nationale et le bon comportement surtout. Après Seguirim, le cortège du grand imam s'est ébranlé sur Kankan, prochaine ville devant abriter les festivités de l'an 59 de l'indépendance de la Guinée. Ici à Nabaya, le grand imam de la mosquée Faïsal a été reçu avec tous les honneurs dans la grande salle de conférence du centre islamique de la préfecture. L'apaisement des élections est souhaité par tous. Tous ceux qui sont patriotes sont tenus à collaborer comme des frères de même lait. La politique, comme l'a dit le grand imam, n'a pas raison de nous dissocier. Zérékoré, ville cosmopolite. Sous la bannière de l'Association pour la réinsertion et le développement communautaire en Guinée, ARDCG, le grand imam et sa suite étaient face aux leaders religieux, musulmans et chrétiens de la région forestière. Ici à Zérékoré, dans la région forestière, en général, il y a une synergie d'action entre les musulmans et les chrétiens. Cette synergie d'action s'inscrit dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale et de la paix. La politique ne doit pas nous diviser. L'islam est une religion de paix et de cohésion. Sa pratique est un tremplin pour tout fidèle de sceller un climat social, surtout à l'occasion des échéances électorales dans un pays. Mamou, l'abbé et Dalaba dans le Fouta ont aussi reçu les mêmes orientations de l'imam de la grande mosquée Faïsal de Conakry. Autorités locales et religieuses ont pris part à cette rencontre. Toutes les populations sont d'accord que cette date-là est une date
qui est historique, qui nous permettra encore de montrer que la Guinée peut être la locomotive de l'Afrique. Quand il y a une multitude de partis politiques, c'est une beauté. Mais en réalité, les messages que les gens véhiculent doivent être des messages conséquents. On ne devra pas inviter à la haine. Kindia, la ville des agrumes, a été la dernière ville à abriter cette conférence islamique avec le grand imam. La politique n'est pas faite pour diviser. La politique, c'est un art qui réunit, qui rassemble les gens. La politique, elle n'est pas mauvaise en soi, mais c'est l'application de la politique chez nous qui fait qu'aujourd'hui, les gens comprennent mal. Ils agitent et ils font les choses à l'envers. Sinon, la politique ne doit pas diviser les uns et les autres. Cette tournée de sensibilisation autour de la paix et de l'unité nationale est une initiative de l'Association pour la réinsertion et le développement communautaire en Guinée, en partenariat avec les affaires religieuses sous l'appui de la CENI. Boké et Kamsar sont les dernières étapes avant la zone spéciale de Conakry. La région administrative de Kankan enfile ses belles parures pour accueillir la fête de l'indépendance le 13 janvier prochain. La commémoration de cette date s'annonce autant officielle que populaire. Déjà, la ville fait sa toilette à travers des actions de déguerpissement des emprises de la circulation, un travail coordonné par les autorités civiles et militaires. Habib Cham pour en savoir un peu plus. Cette opération est la conséquence d'une semaine d'alerte pour débarrasser la ville de Kankan de tous ses encombrants physiques comme le commerce informel. Les commerçants qui sont sur les emprises, quand nous les avons enlevés, eux-mêmes ils ont applaudi. Parce qu'ils savent maintenant que la ville est commandée. C'est ce qu'ils disent. Nous sommes à côté de monsieur le gouverneur, à côté de monsieur le préfet, pour que Kankan soit propre. Et ça, à l'image de ce que nous avons vu à Conakry et à Kindia, et qui doit se poursuivre dans toutes les régions de la Guinée. Principale cible de cette opération, les voies de circulation. Avec le soutien de la population et les hautes autorités, l'initiative des responsables locaux laisse espérer une ville saine et prête à accueillir les festivités dans la salubrité. Les autorités à tous les niveaux, préfectoral, communal, ont engagé une très grande action de déguerpissement des emprises sur toutes les routes de Kankan. Aujourd'hui, nous avons le soutien populaire, notamment le soutien des femmes et des jeunes de Kankan. On remercie le préfet de nous avoir invités ici pour qu'on voit l'effort qu'il est en train de faire pour rendre belle notre ville de Kankan. Quand la fête aura lieu, nous serons fiers de voir que les routes ne sont plus encombrées par les commerçants. Au cours d'une réunion technique tenue hier, la commission d'organisation a annoncé la tenue de ces festivités le 13 janvier 2018. La date qui a été fixée par son Excellence Monsieur le Président de la République, la date du 13 janvier 2018, qui sera la date de la célébration de la fête anniversaire de l'indépendance de la Guinée à Kankan. Donc aux populations, aux cadres et à tous les responsables politiques, administratifs de Kankan, c'est de se lever dès maintenant pour prendre les choses en main pour que ces manifestations soit vraiment une réussite totale. Au-delà de cette visée festive, dans la région, promesse est faite de désengorger toutes les artères publiques et restituer à la ville de Kankan sa dimension d'une ville urbanisée. Toujours dans l'actualité nationale, la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel entame la nouvelle année dans la joie. Un dîner gala a été organisé pour renforcer l'unité d'action au sein du parti et resserrer les rangs. Maudit Silbé. Une soirée de divertissement pour célébrer le nouvel an dans la gaieté. À travers ce dîner gala, les jeunes du RPG Arc-en-Ciel se donnent les dernières consignes en vue de mieux aborder les prochaines élections communales. La soirée mobilise les responsables des différentes structures du parti et des alliés. Déjà, plusieurs stratégies sont envisagées. Quand vous regardez la liste du RPG Arc-en-Ciel, c'est vraiment coloré. L'opportunité a été donnée à la jeunesse et les femmes. Et peu d'hommes âgés qui sont sur la liste. C'est juste cela qui nous a poussé aussi de les soutenir. Cette fois-ci, déjà, on a réussi à faire le porte-à-porte dans toutes nos familles. Et puis, aujourd'hui, je peux dire
cette élection communale, le RPG va gagner dans la commune de Dixine à 75%. On est avec les alliances très fortes. Donc cela nous assure la victoire de cette élection communale. Autrefois, membre actif de l'opposition, le député uninominal de Dixine fait désormais front commun avec la mouvance présidentielle lors des futures élections communales. Cette alliance serait une source d'inspiration dans les autres circonscriptions électorales du pays. Nous nous engageons solennellement à faire tout ce qui est humainement possible pour que cette victoire soit une victoire éclatante, coup KO, sans second tour. Le message que je lance à l'ensemble des conseillers de Dixine, à l'ensemble de la population de Dixine, est de soutenir la liste que le RPG Arc-en-Ciel a présentée à Dixine. Liste qui comporte l'ensemble des partis politiques du RPG, de ses alliés. Ils se sont donné la main pour conquérir la commune de Dixine parce que la commune de Dixine est une commune stratégique. C'est pourquoi elle doit être acquise par la mouvance présidentielle et par le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés. Ainsi, le RPG Arc-en-Ciel entend bientôt amorcer la campagne électorale dans la sérénité avec un seul objectif, rafler la majorité des voix au lendemain du 4 février 2018. Puis à Dabola, les rideaux sont tombés sur la deuxième édition du Festival des Arts de Guinée. Cette année, l'événement a vibré au rythme de Conakry, capitale mondiale du livre. La rencontre est annuelle. Elle permet de mieux vendre les potentialités culturelles et touristiques de cette partie du pays. Mekini Moussa Kamara, Marie-Angélique Bangora, reportage. C'est la fin heureuse d'une prestation artistique à Dabola. Pendant 10 jours, d'intenses activités culturelles sont organisées. Plus de 1000 participants venus de la Guinée et d'ailleurs ont pris part à ce rendez-vous annuel. L'initiative vise à donner une visibilité aux potentialités culturelles et littéraires du centre géographique de la Guinée. Si nous sommes ici au Festival des Arts de Guinée à Dabola, disons que c'est pour marquer le coup et fortement et pour apporter tout notre soutien à l'événement. Parce que l'ambition de Dabola, s'il en est ainsi, est la nôtre. Il s'agit de faire en sorte que dans les 5 années à venir, que ce festival s'impose dans l'agenda culturel de notre pays. Qu'on en parle partout, dans les 33 préfectures et les communes de Conakry. Et qu'au bout de 5 à 6 à 7 éditions, que nous puissions le passer à l'agenda culturel de la CEDEAO, c'est-à-dire les 15 pays de la communauté économique des Afriques de l'Ouest. Intéresser les touristes. Mais comme on voit ici, c'est un lieu de nature. Donc je suis très curieuse de voir la suite de la visite parce que c'est clair, il y a des choses qui seront très intéressantes pour des touristes. La clôture de ce festival a été aussi marquée par la présentation de plusieurs ouvrages. Le commissariat général de Conakry, capitale mondiale du livre, a saisi cette occasion pour offrir 15 cartons de livres en vue de promouvoir la lecture et l'écriture dans la ville cosmopolite de Dabola. Ce livre va servir la jeunesse d'Dabola à équiper les bibliothèques qui existent déjà et les écoles aussi. Donc c'est une grande fierté et je remercie vraiment l'Harmattan Guinée. Je remercie M. Sansi Kaba qui nous a promis et qui l'a réalisé. L'occasion nous est offerte à travers le festival de Dabola, festival des arts de Dabola. Donc le commissaire a tenu compte d'offrir des dons de livres. Au-delà de son aspect culturel, ce festival avait des enjeux économiques. L'exposition et la vente des produits agricoles et artisanaux ont permis d'accroître les chiffres d'affaires des populations locales. Puis en bref, l'orchestre Aragon de Cuba se produira ce samedi 6 janvier à Conakry. L'événement placé sous la présidence de Adja Diéné Kabakonde, première dame de la République, est une initiative de la structure Ladia Global Service. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous accorder du temps. Quant à moi, je vous laisse en compagnie des programmes de la télévision nationale. À très vite.